Depuis mon plus jeune âge et jusqu'à il y a peu de temps, je n'aimais pas l'automne. C'était pour moi une saison froide et humide qui voyait les luxuriances des forêts se draper de rouille. Cette saison annonçait le repos de l'hiver, la fin des activités extérieures du printemps et de l'été. La nuit tombait plus tôt et le jour pointait plus tard. Bref, par la succession des saisons, la nature nous montre son propre cycle. Et j'en détestais la phase de repos. Le parcours du philosophe commence par le désir de connaître et de contempler. Mais sur sa route émerge un obstacle à franchir, un récif qui menace de faire chavirer toute vie humaine. Lorsque le philosophe regarde sa vie, il en contemple et en saisit le terme inévitable. La mort. Et cette contemplation est la première épreuve du philosophe. Lorsque l'on parle de la mort, on pense premièrement à celle de nos proches. En effet, elle met un terme à la continuité de l'existence qui allait son cours tranquillement. La première expérience de la mort d'un être cher est toujours fondamentale. Elle marque notre mémoire au fer rouge. Me concernant, le voile noir s'est abattu dans ma vie de manière significative pour ma grand-mère. Une longue maladie l'avait conduite au trépas. Passé la tristesse de la séparation, je me suis étonné de la résonance que cette mort avait sur ma vie. Mes amis me voyaient m'isoler en silence et je plongeais dans un questionnement confus qui ne trouvait pas de formulation. J'étais trop jeune pour reconnaître la première épreuve. Car il se passait bien quelque chose dans mon esprit. Une voix confuse, indistincte tentait de me parler, mais je refusais de l'entendre, trop absorbé par le bouillonnement de ma vie adolescente. J'étais comme un homme qui entend une voix au loin, au milieu du brouillard, mais ne sachant d'où elle vient. Il a fallu attendre ma 5e année d'études pour que cette brume se lève. Dans la nuit du 1er au 2 novembre, alors que je prenais un bus de nuit pour rejoindre ma fiancée à Londres, je sortis un petit livre que j'avais pris dans ma bibliothèque par crainte de l'ennui qui peut nous surprendre. J'ouvrais donc le livre et en commençai la lecture. Et ce fut comme si la nuit s'éclairait tout à coup d'un éclair fulgurant. Je n'étais pas prêt, tout mon être m'alertait d'un danger imminent, que si je poursuivais la lecture, ma vie ne serait plus la même. Et pourtant mes yeux galopaient, de phrases en phrases, de paragraphes en paragraphes, et l'esprit endormi et aveugle, qui avait eu des soubresauts lors de la mort de ma grand-mère, s'éveilla et se déploya tout à fait. Ce livre, certains l'ont peut-être deviné connaissant cette chaîne, était Sur la brièveté de la vie, de Sénèque. Il eut un effet colossal sur ma vie. Tout d'abord, je sortis du bus abasourdi. Car une chose était certaine, j'allais mourir. Du haut de mes 24 années passées à vivre dans le déni, cette révélation produit en moi 3 effets successifs. Et j'en voyais les contours avec une grande lucidité. Il s'agissait de 3 étapes, franchies par mon âme. La véritable première épreuve du philosophe. Tout d'abord, l'absurde et la révolte. Pourquoi fallait-il que je meure alors que tout en moi voulait vivre? Pourquoi les autres allaient mourir? Quel était le sens de cette existence absurde car éphémère?
Si rien ne durait, si mes os même allaient disparaître dans le temps, si mon nom allait s'évanouir, passer les générations, à quoi servait-il de vivre? Et puis la révolte. Qui avait décidé que je commence à vivre pour rien? Qui avait donné le droit à mes parents de transmettre ces poussières du temps à de la matière? Oh, et puis non, je ne veux pas mourir. C'est trop stupide, c'est injuste, c'est absurde. Après cette tempête, je me rendais compte du ridicule de ces raisonnements, ou plutôt de la démesure d'une telle révolte, et de son inutilité. Je n'étais pas un dieu, et tant de choses me dépassent. Le monde existait avant moi et subsistera après moi. Je ne suis pas à l'origine de l'ordre cosmique et de ma nature périssable, mais cette nature est la mienne. Et puis, je peux me rouler par terre en rejetant ma condition mortelle tel un enfant voulant son jouet, mais le temps et le monde ne s'arrêteront pas pour moi. Qui suis-je pour exiger une existence impérissable? Je me relevais intérieurement dans une attitude qui m'apparaissait plus digne. L'acceptation. Oh certes, la réalité était triste dans le caractère inéluctable de ma mort. Mais qui pouvais-je? Allais-je m'exciter à coups de crème, de chirurgie et de traitement pour une éternelle jeunesse, alors que ma nature, cohérente avec l'univers, m'avait fait éphémère? Quelle perte de temps! Cependant une question émergeait. Car je ne pouvais plus m'illusionner par des loisirs et des jouissances fugaces, faites pour masquer par un brouillard l'inéluctable garde arrivée. Cette question, quel était le sens de mon existence? C'est en marchant le long de la Tamise, dans le froid et humide matin londonien, que je me questionnais. Je voyais ces gens s'agiter très tôt le matin pour rejoindre leur travail, et je les soupçonnais de rentrer tard après une journée loin de mes préoccupations. Pourquoi travaillaient-ils? Pourquoi perdaient-ils leur vie à la gagner? Leur loisir n'était-il pas une maigre compensation des heures passées à produire de la richesse, elle-même faite pour être dépensée en loisirs? Vacuité. Pourquoi vivre? Et puis, tout à coup, en plein milieu du trottoir, je surpris ce à quoi je ne m'attendais pas. Un renard arpentait la rue. Pour un Français, cela est étonnant, car les renards de chez nous sont dans les bois. À Londres, il faisait les poubelles. Nos regards se croisèrent, et il s'immobilisa. L'incongruité de sa place hors des bois était patente pour moi. Mais il me renvoya la même impression en penchant sa tête sur le côté, comme si je n'étais pas à ma place, moi non plus. C'était le sentiment que j'avais depuis longtemps, et que j'éprouvais plus encore en ce matin de novembre. Mais dans mon esprit, une idée se fit jour. Et si c'était ma question qui n'était pas à sa place? On le dit souvent, la question en philosophie doit être bien posée pour pouvoir bien répondre. Et puis je compris. Le renard ne se posait pas la question du pourquoi vivre, car il vivait, et sa vie suffisait, peu importait sa place dans le monde. La question du pourquoi vivre, du sens de la vie, n'était pas antérieure à ma vie. Elle était une partie de ma vie. Je vivais avant de savoir pourquoi, et c'est parce que je vivais intellectuellement que je pouvais poser cette question. Ainsi la vie
était, sans pourquoi. Elle était gratuité, elle était un don qui m'était fait sans condition ni restriction. Une chose en moi alors prenait de l'épaisseur. La vie elle-même enflait et s'offrait à moi comme un immense territoire à explorer, à connaître, à goûter. Oh, il y avait un terme, une fin nécessaire et inconnue, mais c'était cette ligne d'arrivée qui donnait tout son sens à chaque seconde passée ici-bas. Parce que j'allais mourir, chaque minute m'était gratuitement donnée et je pouvais en disposer comme je le voulais. Alors, je me pris à vouloir vivre. Vivre, mais tellement différemment. C'en était fini des jouissances fugaces et fébriles, des soirées inutiles, à faire la fête sans se réjouir de rien. Assez de ces angoisses à savoir comment la société tournait, comment elle allait m'accepter, comment j'allais pouvoir trouver ma place alors que j'avais à l'écrire. Terminer les mondanités vaines et glorioles accaparantes. Je ne voulais pas perdre ma vie à tenter de la gagner. Beaucoup de tours s'effondraient en moi. L'expression « réussir sa vie » m'apparaissait avec tant d'absurdité que je doutais même que certains puissent l'utiliser. Je comprenais la frénésie que je mettais à ne plus penser à la mort, car c'est elle qui détruit la plupart des idoles de notre monde. Ainsi la vie doit être vécue. Plus d'amitié frivole ne menant à rien, plus de vie toxique happée par les activités infécondes. Plus de divinité et religiosité morbide que sont le pays, la carrière, l'argent ou le plaisir. Dans ma vie, une seule chose devait subsister. Le bien. Et de lui seul, je voulais vivre. Le principe des épreuves philosophiques, c'est qu'on ne peut pas dire qu'elles sont derrière nous. Régulièrement, le doux parfum de la Dame Noire se rappelle à mon souvenir, et je m'arrête alors de faire ce que je fais. Oui, elle déposera sur toutes les lèvres un calme baiser qui mettra fin à nos existences éphémères. Je pense à elle, non plus avec révolte et dégoût, mais avec calme. Et ainsi, parfois, je me permets, avec un demi-sourire, de lui répondre. Tu seras là bien assez tôt, mais pas encore. Fais-moi vivre véritablement, toi, l'idée de ma mort.